Mon grand-père a tout légué à mon oncle, mais ma mère a souri, ce n'est rien. Cette nuit-là, elle a décidé de nous emmener en ville sans jamais revenir. Ce choix radical a transformé ma vie pour toujours. Un nouveau départ commençait. Quand mon grand-père a remis tout l'héritage familial à mon oncle Étienne, ma mère, Élise, a simplement souri avec tranquillité et a dit que cela n'avait pas d'importance. Cette même nuit, elle nous a réunis, mes deux frères et moi, et nous a dit, demain, nous déménageons en ville et nous ne reviendrons plus jamais. Je me souviendrai toujours de cet après-midi d'été. Le salon principal de la maison de mon grand-père, dans le Val des Brumes, était imprégné d'une forte odeur de tabac noir et d'un silence étouffant. Monsieur Armand, mon grand-père, occupait le bout de la grande table en chêne, tirant lentement sur son cigare. Devant lui se trouvait un cahier de comptes jauni. Mon oncle Étienne et son épouse Amélie étaient assis d'un côté, les yeux brillants d'une attente non dissimulée. Ma mère était assise à côté de mon père Laurent, le dos parfaitement droit et le visage dénué de toute émotion. Mon grand-père s'est raclé la gorge d'une voix rauque et fatiguée. « Je vous ai appelé aujourd'hui pour partager ce qui est à nous. Je suis vieux. Votre mère est partie il y a longtemps et ces choses doivent être claires. » Et puis il a commencé à lire cette liste que nous savions déjà injuste. La maison principale avec vue sur la place, les 50 hectares de bonne terre fertile et les économies restantes à la banque. Tout passait aux mains de son fils, Étienne. À ma mère, il ne fut attribué qu'un vieux coffre en acajou ayant appartenu à ma grand-mère, et qui contenait à peine quelques fils, des aiguilles et de vieilles recettes de tamal. Mon oncle ne put empêcher les coins de ses lèvres de se relever tandis qu'Amélie lui donnait un coup de coude discret dans les côtes. Le silence dans la pièce était absolu. Mes jeunes frères et sœurs, Loïc et Noémie, sentaient le sang leur bouillir dans les veines. Mon père serra les poings sous la table, à tel point que ses phalanges blanchirent. Tous regardèrent ma mère, mais elle, avec une sérénité étonnante, leva les yeux, sourit à son père et dit « Ne t'inquiète pas, papa. Étienne est le fils aîné. Il est logique qu'il soit le gardien du patrimoine. Laurent et moi avons nos mains pour travailler. Nous ne mourrons pas de faim. » Dans son sourire, il n'y avait ni ressentiment, ni colère, ni même une once de fausseté. C'était comme si ce qu'on venait de lui arracher n'était pas le legs de sa vie, mais un objet sans importance. À cet instant, j'ai senti que ma mère m'était complètement étrangère. Le dîner qui suivit le partage fut oppressant. Amélie se montrait exagérément attentive, servant plus de nourriture au grand-père et disant d'une voix mielleuse « Ne vous inquiétez de rien, beau-père. Nous nous occuperons de vous et ferons prospérer ce domaine. » Étienne acquiesçait, fier. Ma mère agissait comme si rien ne s'était passé. De retour à la maison, sous le ciel étoilé du Val, mon père marchait devant, enveloppé dans un silence sombre. Loïc ne put plus se retenir, la voix brisée par une colère enfantine, demanda « Pourquoi, maman ? Tu es aussi sa fille. Pourquoi mon oncle a-t-il tout gardé ?» J'ai pris le bras de ma mère et j'ai senti sa raideur, mais sa voix restait ferme. « Les vieilles règles sont ainsi, mes enfants. La terre et le toit sont pour l'homme. Votre grand-père ne fait que suivre la coutume. » Mais nous sommes au XXIe siècle, répliquai-je avec indignation. Ma mère s'arrêta net. Ses yeux brillaient dans l'obscurité de la nuit avec une intensité féroce. Exactement, Léa. C'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser ces vieilles règles nous étouffer. Souvenez-vous de ce que vous avez vécu aujourd'hui. Si vous voulez la justice dans ce monde, vous devrez sortir la gagner de vos propres mains. Personne ne vous la donnera en cadeau. Nous sommes arrivés à notre petite maison. Ma mère nous a obligés à nous brosser les dents et à vérifier les devoirs de Noémie comme si c'était une soirée ordinaire. Quand nous sommes enfin allés nous coucher, j'ai pensé que cette journée étouffante était terminée, mais à peine quelques heures plus tard, la porte de sa chambre s'est ouverte. Ma mère a allumé la lumière tamisée du salon et nous a appelés tous les trois. Nous sommes sortis en nous frottant les yeux. Mon père Laurent était assis au bord du vieux canapé, la regardant avec perplexité. Élise restait debout devant nous. Son regard abritait une détermination que nous ne lui avions jamais vue auparavant. « Demain, à la première heure, dit-elle d'une voix basse mais nette, votre père, vous trois et moi partirons pour Sainte-Espérance. J'ai loué un appartement et j'ai entamé les démarches pour le transfert de vos écoles.
Quoi, avons-nous crié mes frères et moi à l'unisson, perdant notre sommeil d'un coup. Mon père s'est levé d'un bond. Élise, que dis-tu? En ville? Pourquoi ne m'as-tu pas consulté? Ma mère le regarda, adoucissant à peine un peu son expression. Laurent, ce n'est pas que je ne voulais pas te consulter, c'est que nous devions agir vite. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne t'étouffe-t-il pas? Si nous restons dans ce village, nous vivrons en voyant Étienne et Amélie se promener avec ce qui devrait être à nous. Les enfants grandiront avec ce poison. Nous devons partir loin pour le bien de tous. Mon père fronça les sourcils. Il était le meilleur mécanicien de tracteur de la vallée. Ici, nous avions de quoi manger. À Sainte-Espérance, nous ne sommes personne. Élise, de quoi allons-nous vivre? Tu as un don avec tes mains, Laurent. En ville, il y a des milliers d'appareils électroménagers et de moteurs à réparer. Et moi, j'ai la santé pour travailler de n'importe quoi. L'appartement est petit, mais il est propre. Ma mère parlait vite, comme si elle avait repassé ce plan dans sa tête pendant des mois. Je ne veux pas de leur terre. Nous allons construire notre propre patrimoine. Le silence dans la pièce n'était rompu que par le tic-tac de l'horloge murale. J'ai regardé ma mère sous la lumière jaunâtre. Sa silhouette mince me parut celle d'un arbre qui a enfoncé profondément ses racines dans la terre pour résister à la tempête. Ce n'est rien de cet après-midi-là n'était pas de la résignation, c'était une rupture, c'était le cri de guerre pour dire adieu au passé. Avant l'aube, nous étions déjà en train de faire nos valises, nous n'emportions que nos vêtements, nos livres et le vieux coffre en acajou. À 6 heures du matin, un camion de déménagement délabré s'est garé devant notre porte. Pendant que mon père chargeait les dernières caisses, les yeux rougis par le manque de sommeil, les voisins ont commencé à apparaître. « Où allez-vous si tôt, Élise » demanda Madame Duval. Ma mère, avec un sourire radieux et sans une once de honte, répondit « Nous déménageons à Sainte-Espérance, Madame Duval. Il y a de grandes opportunités là-bas pour les enfants. » Quand le camion a démarré, j'ai regardé en arrière. En passant au coin de la place, j'ai vu mon grand-père, Monsieur Armand, debout sur le porche de sa grande maison, tenant une tasse de café. Amélie secouait des draps sur le balcon et a détourné le visage avec dédain en nous voyant. Ma mère a baissé la vitre, a sorti sa main et a crié d'une voix claire « Au revoir, papa. Prenez bien soin de vous. » Le grand-père a fait un léger mouvement de tête. Puis le camion a tourné et la vieille demeure a disparu pour toujours dans le rétroviseur. Nous laissions derrière nous le Val des Brumes, en route vers un avenir incertain dans l'immensité de la ville. Amis qui m'écoutez, les adieux ne sont jamais faciles, mais parfois ils sont le seul chemin vers la liberté. Avant de poursuivre cette histoire de lutte, j'aimerais vous lire. Laissez-moi un commentaire et dites-moi de quelle ville du monde vous m'accompagnez aujourd'hui dans ce voyage. Arriver dans la ville de Sainte-Espérance fut comme recevoir une gifle de chaleur et de bruit. Habitué à l'horizon ouvert du Val des Brumes, ce labyrinthe d'asphalte, de klaxons et de bâtiments gris nous fit nous sentir minuscules. L'appartement que ma mère avait loué se trouvait dans un quartier périphérique. Les murs de l'escalier avaient la peinture écaillée et la lumière du couloir clignotait comme un cœur fatigué. Cependant, en franchissant la porte, tout était impeccablement propre. 2 minuscules chambres, une salle de bain étroite et une cuisine ouverte sur le salon. Avec des chutes de tissu coloré qu'elle avait apportées dans son vieux coffre, ma mère a cousu des rideaux cet après-midi-là. Quand le soleil du soir s'est filtré à travers ce tissu imprimé, projetant des lumières chaudes sur le sol de carrelage usé, cet espace étrange a commencé à ressembler à un foyer. Mais survivre en ville n'allait pas être facile. Mon père, Laurent, subit le coup le plus dur. Il était un maître dans la réparation de lourds tracteurs et de moteurs diesel, mais ici, dans les rues pavées, il n'y avait pas de champ à labourer. Il a visité plusieurs ateliers, mais les propriétaires le regardaient avec méfiance à cause de son âge ou parce que son expérience ne correspondait pas aux circuits électroniques modernes. Finalement, il a dû improviser un petit étal sur un trottoir de la zone commerciale, facturant à la journée pour réparer des ventilateurs cassés, des mixeurs et de vieilles radios. Il y avait des jours où il gagnait un peu d'argent et d'autres où il rentrait à la maison les mains vides et le regard bas. Ma mère, Élise, n'a pas perdu une seconde à se lamenter.
2 jours après, elle a trouvé un emploi comme personnel de nettoyage dans l'immense marché central de Sainte-Espérance. Elle se levait à 4 heures du matin pour balayer des écailles de poissons, des restes de fruits pourris et transporter de l'ourseau d'eau. Le travail était brutal et épuisant. De plus, elle devait supporter les regards hautains et les murmures de certains commerçants qui la traitaient de « paysanne », mais elle ne s'est jamais plainte. « C'est un bon travail », nous disait-elle en se frottant les lombaires en rentrant à la maison à 21 heures. Au moins, j'ai un toit qui me protège de la pluie et on me donne le déjeuner gratuitement. Son salaire exigu était le seul pilier sur qui soutenait notre famille au milieu de cet océan de dettes et de factures. Le loyer, l'électricité, l'eau et les frais scolaires des 3 frères et sœurs s'élevaient comme des montagnes gigantesques sur le dos de mes parents. L'adaptation aux nouvelles écoles fut une véritable torture, surtout pour moi. Le niveau du lycée public de la ville était bien supérieur à celui de notre école rurale dans le Val. Lors de mes premiers examens, mes notes ont chuté au plus bas de la classe. Un après-midi, je me suis cachée dans ma chambre pour pleurer en silence, serrant mes livres, me sentant inutile. Ma mère est entrée avec précaution après être rentrée de sa journée épuisante au marché. Elle a vu mes yeux gonflés et rouges. Elle ne m'a pas grondé ni donné de longs sermons d'auto-assistance. Elle s'est simplement assise au bord de mon lit, m'a caressé les cheveux avec ses mains rugueuses et m'a dit « Un examen ne définit pas qui tu es, Léa. Je connais ma fille. Tu n'es pas stupide. Tu cherches juste ton rythme dans cet endroit si bruyant. Prends ton temps. Si tu as besoin d'un nouveau livre, demande-le-moi. » Cette confiance aveugle fut plus puissante que toute exigence. J'ai séché mes larmes et j'ai commencé à étudier jusqu'à l'aube, sachant que chaque bonne note de ma part allégerait un peu le poids de son âme. Malgré notre extrême pauvreté, la dignité n'a jamais quitté notre table. Ma mère avait un petit cahier au coin très usé où elle notait chaque centime que nous dépensions. Elle allait au marché juste avant la fermeture pour acheter les légumes abîmés à moitié prix et achetait les morceaux de viande les moins chers pour donner du goût au bouillon. Mais quand nous nous asseyions pour dîner, la table était immaculée. L'arôme de sa soupe de haricots noirs et des tamales fumants faits avec les recettes du coffre de grand-mère, remplissait notre petit appartement d'une chaleur réconfortante. La santé est notre seul capital, répétait-elle toujours en nous servant des portions généreuses. Nous pouvons économiser sur tout, sauf sur la nourriture. Une nuit, mon père a bu une gorgée de bouillon chaud, a regardé ma mère dans les yeux et a dit d'une voix rauque, « Élise, à partir de maintenant, tu es la capitaine de ce bateau. Ce que tu ordonnes, je le ferai sans discuter. » Ma mère a eu les yeux un peu humides, mais elle a tout de suite éclaté de rire. « Dis donc, tu dis des bêtises, Laurent. Cette famille est à nous tous. Mange vite, demain il faut se lever tôt. » De mon lit dans la chambre d'à côté, je l'observais souvent à l'aube. Sous la lumière jaunâtre d'une petite lampe, Élise passait en revue les chiffres de son vieux cahier. Ses yeux brillaient dans l'obscurité avec une lucidité impressionnante. C'était comme une graine qui, bien qu'ayant été jetée sur le ciment le plus dur, cherchait inlassablement une fissure pour s'enraciner et s'épanouir vers le soleil. Le véritable tournant est arrivé lorsque ma mère nettoyait les couloirs du marché central depuis environ 6 mois. Le gérant d'un grand supermarché voisin, qui venait souvent inspecter les étals de fruits frais, a commencé à la remarquer. Élise ne balayait pas seulement rapidement, elle était aussi extrêmement organisée et avait une mémoire prodigieuse. Souvent, des clients perdus s'approchaient pour lui demander des produits et elle savait exactement dans quel rayon, sur quelle étagère et dans quelle caisse se trouvait chaque chose. Un jour, la responsable de la section des produits frais du supermarché a été absente pour cause de maladie en pleine heure de pointe. Le gérant, désespéré, a demandé à ma mère de mettre un tablier temporaire et d'aider à peser et étiqueter les légumes. Ce que personne n'attendait, c'est qu'elle manipulerait la balance et le clavier avec la dextérité d'un pianiste. Elle n'a commis aucune erreur de facturation ni d'inventaire. Surpris, le gérant lui a demandé si elle avait une expérience préalable. Ma mère a souri avec humilité et a répondu « J'aidais ma grand-mère dans sa petite épicerie quand j'étais enfant. » Les mathématiques ne s'oublient jamais. Par hasard, la chaîne de supermarchés était sur le point d'ouvrir une petite supérette dans notre même quartier périphérique et avait besoin de quelqu'un de confiance pour la gérer. Le gérant, captivé par l'honnêteté et l'esprit d'Élise, l'a directement recommandée à ses supérieurs.
Après quelques brèves épreuves, l'incroyable s'est produit. Ma mère a été nommée responsable officielle de cette petite supérette. Cette nuit-là, elle est rentrée à la maison d'un pas léger et avec un sourire de soulagement qui lui effaçait des années de son visage. Elle tenait à la main un sac de pommes rouges et fraîches, un luxe que nous n'avions pas vu depuis longtemps. Les enfants, aujourd'hui nous célébrons avec un dessert, a-t-elle annoncé, radieuse. On m'a donné une avance et une commission de gestion. Mon père a versé un peu d'eau-de-vie bon marché dans son verre, le visage illuminé par une immense fierté. Élise, tu es incroyable, a-t-il trinqué. Ma mère a minimisé d'un geste, mais l'éclat dans ses yeux trahissait qu'elle sentait enfin que nous avions un espoir réel dans cette ville d'asphalte. Avec les revenus supplémentaires, la pression économique s'est un peu relâchée. J'ai réussi à stabiliser mes notes parmi les meilleures de la classe. Loïc est entré dans l'équipe de football de l'école et la petite Noémie est devenue l'assistante préférée de ses professeurs. Il semblait que Sainte-Espérance nous acceptait lentement. Cependant, nous avions presque oublié que dans notre village natal, le Val des Brumes, la tempête était sur le point de se déchaîner. Les nouvelles du village nous parvenaient au compte-gouttes par d'anciennes voisines qui parlaient au téléphone avec ma mère. Nous savions que mon oncle Étienne, dans son désir de montrer sa puissance, s'était entouré de mauvaises fréquentations. Il s'était lancé dans une affaire de contrebande de grains de café de qualité douteuse, croyant qu'il deviendrait millionnaire du jour au lendemain. Amélie, son épouse, se promenait avec des bijoux voyants tandis que le domaine était laissé à l'abandon et que les mauvaises herbes dévoraient les cultures. Un dimanche après-midi, alors que nous aidions à nettoyer notre petit appartement, la sonnette a retenti. J'ai ouvert et je suis resté paralysé pendant plusieurs secondes devant notre porte. Appuyé sur une canne en bois et tenant un sac de toile sale, se tenait mon grand-père. Monsieur Armand semblait avoir vieilli de 10 ans d'un coup. Sa posture altière s'était courbée et ses bottes autrefois lustrées étaient couvertes d'une épaisse couche de poussière urbaine. Il a tenté de forcer un sourire en me voyant, mais les rides de son visage n'ont fait qu'accentuer une profonde tristesse. « Grand-père » ai-je exclamé, surprise. Ma mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle est restée figée un instant, mais a réagi rapidement. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ? Entre t'asseoir. » Elle lui a pris le lourd sac tandis que mon père s'empressait de lui servir un verre d'eau fraîche. Le grand-père s'est assis sur notre canapé usé, se sentant clairement déplacé. Ses mains tremblantes se frottaient sur les genoux de son pantalon de velours côtelé. Il a promené son regard sur notre foyer propre, bien que minuscule, et a finalement fixé ses yeux sur ma mère. D'une voix rauque, il a confessé « Je suis venu en ville pour voir un spécialiste pour mes rhumatismes. Au village, il ne me donne plus de remède. Et j'en ai profité pour voir comment vous alliez. » « La douleur est-elle très grave, papa ?» demanda Élise en se penchant pour regarder ses jambes. « Ce n'est rien, ma fille. » Des mots de vieillard, a-t-il répondu en détournant le regard. Aussitôt après, il a sorti de l'intérieur de sa veste un mouchoir en tissu noué. Il l'a dénoué avec des doigts maladroits, révélant quelques billets froissés et des pièces. « Tenez, je sais que la ville est dure et que vous débutez. » Le visage de ma mère s'est durci immédiatement. Elle a arrêté fermement la main de son père. « Papa, garde ça. Nous n'en avons pas besoin. Tu as besoin de cet argent pour ton traitement médical. Nous avons des revenus. » La main du grand-père est restée suspendue en l'air, pleine de honte et de remords. La nuit, le grand-père dormant dans la chambre de Loïc, j'ai entendu un chuchotement dans le salon. Je me suis avancé doucement. Monsieur Armand était assis dans l'obscurité, pleurant en silence. Le lendemain, ma mère a demandé un congé à son travail, l'a accompagné à l'hôpital de la ville, a payé tous ses médicaments de sa propre poche et, avant de le faire monter dans le bus de retour au Val, a remis l'argent de l'homme âgé dans son sac, en y ajoutant en plus une bonne liasse de ses propres billets. « Prenez bien soin de vous, papa » lui a-t-elle dit sans rancune. Tandis que le bus s'éloignait, ma mère s'est tournée vers nous. Ses yeux brillaient d'une intensité éblouissante. « Regardez bien » nous a-t-elle murmuré, seul celui qui se possède est véritablement riche. Ne dépendez de la charité de personne. En rentrant à la maison, elle a ressorti son vieux cahier,
mais cette fois, elle ne notait pas de dépenses. Elle calculait avec une précision mathématique combien il nous manquait pour pouvoir ouvrir notre propre commerce. Tout semblait être dans un calme fragile et magnifique jusqu'à ce qu'un mardi soir, un appel téléphonique ne brise la paix de notre foyer. Ma mère a décroché le vieux téléphone fixe du couloir. C'était une voisine du Val des Brumes. De là où j'étais assise en train d'étudier, j'ai pu remarquer que le dos d'Élise se tendait et que sa respiration devenait superficielle. Après plusieurs minutes de silence, elle a seulement dit « Merci de m'avoir prévenue » et a raccroché. Elle est restée debout devant le mur pendant un long moment. Quand elle s'est enfin tournée vers nous, son visage était un masque impénétrable, mais ses yeux sombres reflétaient un abîme. Une catastrophe est arrivée au village, a-t-elle annoncé d'une voix glaciale. Étienne a tout perdu. Mon père a lâché le tournevis qu'il tenait en main. Que veux-tu dire par « il a tout perdu » ? Ma mère s'est frotté les tempes, épuisée. Les soi-disant associés de cette affaire de café se sont avérés être des escrocs. Ils sont partis avec tout l'argent. Mais ce n'est pas le pire. Étienne n'a pas seulement investi les économies de la famille, mais il a aussi hypothéqué le domaine et les terres aux usuriers de la capitale. Il prélève des intérêts abusifs, de l'usure pure. Ne pouvant pas payer, ils se sont emparés des propriétés. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale, la maison principale, le legs des grands-parents, l'héritage qui avait causé notre départ en pleine nuit. Tout s'était évanoui à cause de l'avidité et de la stupidité de mon oncle. « Mère de Dieu !» s'est exclamé mon père, se levant d'un bond. « Et ton père ? Où est grand-père ?» En apprenant que les voyous allaient saisir la maison, il a fait une crise cardiaque. Il est hospitalisé à l'hôpital régional. Amélie a pris les enfants et s'est enfuie chez sa famille en disant qu'elle ne comptait pas revenir avec un homme ruiné. Et Étienne est caché dans une chambre louée du village, fuyant les créanciers. Mes jeunes frères et sœurs écoutaient, terrifiés. Nous devons retourner aider grand-père, a dit mon père avec angoisse. Élise l'a regardé, impassible. Retourner faire quoi, Laurent ? Avons-nous de l'argent pour payer la dette des usuriers ? Avons-nous des contacts politiques pour récupérer le domaine ? Mon père est resté sans voix et s'est laissé tomber lourdement sur la chaise. Mais maman, ai-je interrompu d'une voix tremblante, allons-nous laisser grand-père mourir seul là-bas ? Le regard de ma mère s'est adouci un tant soit peu en me regardant, mais son ton est resté coupant comme du verre brisé. Grand-père ne va pas mourir. Demain à la première heure, j'appellerai l'hôpital. Je demanderai à parler au médecin-chef et je transférerai de mon compte l'argent exact pour payer son traitement et son séjour. Le devoir filial, je le remplirai jusqu'au dernier centime. Mais elle a insisté en levant l'index, je n'enverrai pas un seul billet par les mains de ton oncle. Dans le petit salon, le bruit du trafic de Sainte-Espérance s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Élise a promené son regard sur nous tous comme une générale haranguant ses troupes à la veille d'une bataille morale. Écoutez-moi bien, mes enfants. Ce que je vais dire peut sembler cruel, mais je veux que vous le graviez dans votre mémoire. Le sang nous unit, mais ne nous oblige pas à nous noyer ensemble. Étienne est un homme adulte. Il a signé ses papiers. Il a décidé de miser le toit de notre père par cupidité. Toute action a une conséquence. Elle a soupiré profondément, révélant l'épuisement d'une femme qui portait trop de fantômes. Si aujourd'hui nous envoyons nos petites économies pour couvrir sa dette, il sentira qu'il y aura toujours quelqu'un pour le sauver. Demain, il s'endettera à nouveau, en attendant, le loyer de cette maison ne sera pas payé et toi, Léa, tu ne pourras pas aller à l'université et notre propre famille sombrera dans la misère. Je ne pense pas sacrifier l'avenir que nous construisons à la sueur de notre front et avec nos larmes pour boucher le puissant fond de son irresponsabilité. Mon père la regardait bouche bée. Lui, un homme traditionnel de la campagne, était habitué à ce que la famille soit tout, même dans la ruine. « Élise, c'est ton frère » murmura-t-il presque en suppliant. « Précisément parce que c'est mon frère » répliqua T.L., les yeux brillants de larmes contenues. « Je dois le laisser tomber et se briser la figure contre le sol. C'est la seule façon pour qu'il apprenne à se relever par lui-même. Je m'occuperai de mon père s'il veut venir vivre avec moi, mais des problèmes d'Étienne, je m'en lave les mains. » Cette même nuit,
j'ai vu ma mère effectuer le virement bancaire à l'hôpital. Elle l'a fait en cachette, demandant au médecin de dire que les dépenses avaient été couvertes par un bon samaritain anonyme. Puis elle est retournée s'asseoir sous la lumière mourante de sa lampe, a ouvert son cahier usé et a continué à calculer les marges de profit qu'il nous manquait pour ouvrir notre commerce. Là était ma mère, sauvant son père dans l'ombre, mais coupant à la racine tout lien toxique qui menaçait ses enfants. Sa dureté n'était pas un manque d'amour, c'était l'instinct de protection le plus féroce et primitif que j'ai jamais vu de ma vie. Notre commerce, l'échoppe de l'Espérance, a ouvert ses portes juste avant la saison des pluies. C'était un petit local mais stratégique, à un coin de rue très fréquenté du quartier. Ma mère a organisé les étagères avec une minutie maniaque, produits frais à droite, conserves et articles de nettoyage à gauche. Dehors, elle a installé un modeste stand où elle vendait du café fraîchement préparé et des tamales chauds à l'aube. Le commerce, stimulé par l'accueil aimable d'Élise et les réparations rapides que mon père effectuait pour les clients réguliers dans l'arrière-boutique, a commencé à porter des fruits constants. Cependant, l'odeur de la prospérité attire les fantômes du passé. Un samedi matin, alors que le magasin grouillait de clients achetant des provisions pour le week-end, une voix aiguë et stridente a déchiré la tranquillité des lieux. « Tiens, Élise. Quelle cachette tu avais pour cet empire ?» J'ai levé les yeux des caisses de fruits que j'étais en train de ranger et j'ai ressenti un pincement à l'estomac. C'était Amélie. Elle était plus mince et portait des vêtements froissés, ayant perdu tout l'éclat et l'arrogance qu'elle affichait cet après-midi-là au domaine. Elle tirait brusquement le bras de son plus jeune fils, mon cousin, un enfant de 8 ans qui regardait le sol, le visage sale et effrayé. Ma mère s'est essuyé les mains sur son tablier sans effacer son sourire professionnel. « Amélie, quelle surprise! Que se passe-t-il? Vous avez faim? » « Je ne veux pas de tes miettes, » a crié Amélie en cherchant délibérément à attirer l'attention des clients. Dans notre culture latine, le « qu'en dira-t-on » est une arme puissante et elle savait comment l'utiliser. « Regardez votre sœur, Étienne » a-t-elle hurlé dans l'air comme si elle jouait une telenovela dramatique. Elle est ici, nageant dans l'argent, propriétaire d'affaires, pendant que nous sommes ruinés, pendant que votre père a failli mourir de chagrin. Les murmures ont commencé à se faire entendre parmi les voisins du quartier. Amélie a poussé son fils en avant, demande de l'argent à ta riche tante. Allez, dis-lui que tu n'as même pas de quoi t'acheter des chaussures à cause de son mépris familial. Ma mère a fait 2 pas rapides, s'est accroupie devant l'enfant et lui a donné un paquet de biscuits et une pomme rouge avec une douceur infinie. Puis elle s'est relevée et a fait face à Amélie. Sa voix était basse, mais elle avait la froideur de la glace coupante. N'utilise pas cet enfant pour susciter la pitié, Amélie, et ne me parle pas de fraternité. Quand vous vous êtes emparée du domaine et que vous m'avez congédiée avec un vieux coffre, je n'ai pas vu de larmes de solidarité dans tes yeux. Ceci, a-t-elle dit en désignant les murs du local, est le fruit de m'être levée à 4 heures du matin pour récurer des sols. Pas un héritage tombé du ciel. Tu es une ingrate, a crié Amélie, feignant de s'effondrer en larmes. Je resterai assise ici jusqu'à ce que tu nous donnes ce qui nous revient. Ma mère n'a pas scié. Elle a regardé mon père qui apparaissait par la porte arrière avec une clé à molette à la main. Laurent, a-t-elle ordonné d'une voix claire, appelle la police. Dis-leur qu'une personne perturbe notre commerce, en passant, qu'ils vérifient si cette femme a quelque chose à voir avec les dettes d'usure qu'ils ont laissées dans le Val des Brumes. En entendant les mots police et usure, le théâtre d'Amélie s'est effondré instantanément, elle a attrapé son fils par le bras et s'est enfuie en maudissant à grands cris, se perdant dans la foule de l'asphalte chaud. 3 jours après cet incident, le véritable fantôme est apparu. Étienne s'est arrêté devant notre épicerie juste avant la fermeture. Si son épouse avait l'air mal en point, lui était un cadavre ambulant. Il avait des cernes foncées, une barbe de plusieurs jours et tremblait visiblement. En entrant, il n'a pas osé lever les yeux. « Élise » a-t-il balbutié. « Sœur, s'il te plaît. » Ma mère lui a fait signe d'entrer dans la petite arrière-boutique et a fermé la porte pour nous tenir, nous et les clients, à l'écart. De l'extérieur, j'ai pu entendre ses sanglots étouffés. « Ils vont me tuer, Élise. Les usuriers disent que si je ne paie pas les intérêts de ce mois-ci, ils me couperont une main. Amélie m'a quittée. Je suis un déchet.
Je sais que je suis un déchet, mais je ne veux pas mourir. Aide-moi, je t'en supplie. Je travaillerai pour toi gratuitement. Je serai ton esclave. Il y eut un silence sépulcral. Je me suis penchée par la fente de la porte. Ma mère se tenait devant lui, les bras croisés. Il n'y avait pas de pitié sur son visage, seulement une profonde et amère déception. Lève-toi, Étienne. Les hommes ne pleurent pas en mendiant quand leurs erreurs les rattrapent. Elle a ouvert le tiroir du petit bureau, a sorti une feuille de papier vierge et un stylo et les a jetés sur la table en bois avec un bruit sec. Je n'ai pas l'argent pour payer tes dettes et si je l'avais, je ne te le donnerais pas, mais je te donnerai une issue si tu as le courage de la saisir. Étienne a levé la tête, la regardant comme une bouée de sauvetage. Tu diras que tu paieras par versement mensuel et que si on te touche un seul cheveu, la police de Sainte-Espérance recevra une copie de ce même papier avec tous leurs noms. Étienne a dégluti, terrifié. Et d'où vais-je tirer l'argent pour les versements ? Ma mère a sorti de sa poche une carte froissée et la lui a jetée sur la poitrine. Je connais un chef de chantier à l'extrémité nord de la ville. Il travaille 14 heures par jour sous le soleil, à charger des sacs de ciment et des poutres d'acier. Il paie à la journée. C'est le travail le plus dur et le plus misérable de cet endroit maudit. Tu vas te présenter là-bas demain à 5 heures du matin. Mon oncle a regardé la carte comme si elle le brûlait. Lui, l'héritier gâté qui ne s'était jamais sali les mains sur un chantier. Élise, a-t-il murmuré, pâle. Tant que tes mains ne seront pas couvertes de callosités sanglantes à force de charger du ciment, Étienne, tu n'auras pas le droit de me regarder dans les yeux ni de m'appeler sœur. Prends la carte ou sors par cette porte et disparais pour toujours. C'est toi qui décides. Ce jour-là, j'ai vu mon oncle signer sa confession d'une main tremblante, apposer son doigt ensanglanté par la nervosité sur le papier et s'en aller, la tête basse, emportant avec lui la dernière trace de dignité que ma mère l'avait obligé à retrouver à force de pure cruauté. Après le départ de mon oncle vers ce chantier brutal du Nord, un silence réparateur est tombé sur notre vie. Le mois suivant, ma mère a tenu sa promesse. Elle a loué une camionnette et s'est rendue dans le Val des Brumes pour ramener Monsieur Armand vivre avec nous. Le grand-père est arrivé avec à peine plus qu'une paire de vieux costumes et un regard abattu. Au début, il se sentait comme un fardeau. Il s'asseyait sur une chaise pliante dans un coin de l'épicerie, observant l'agitation de Sainte-Espérance avec des yeux désorientés. Mais Élise n'allait pas permettre que la compassion le flétrisse. Un matin, elle a placé devant lui une caisse enregistreuse simple et un tas de factures. « Papa » lui a-t-elle dit naturellement, « mes yeux ne voient plus les petits chiffres. Tu as toujours été rapide avec les comptes. J'ai besoin de toi à la caisse. » Ces mots lui ont rendu la vie. Avec ses lunettes de lecture glissant sur son nez, Monsieur Armand a trouvé un nouveau but. Il était méticuleux, exact, et a vite commencé à mémoriser les noms des voisins qui venaient acheter le pain et le café. Il n'était plus le patriarche autoritaire qui distribuait des héritages injustes, mais un vieil homme serein qui trouvait la paix en comptant la monnaie exacte et en discutant du temps avec les ménagères du quartier. Le pardon entre lui et ma mère ne fut jamais prononcé à voix haute. Il fut scellé dans la routine quotidienne entre le tintement des pièces et l'arôme des tamales fraîchement préparés. Les années passèrent en un clin d'œil comme des feuilles de calendrier emportées par le vent. Notre humble échoppe de l'Espérance s'est agrandie en absorbant le local contigu. Mon père Laurent a monté un atelier officiel de réparation d'appareils électroménagers à l'arrière, devenant un homme respecté dans le district. Loïc a obtenu une bourse sportive à l'université grâce au football et Noémie a découvert sa passion pour la peinture. Et moi, j'ai réussi à entrer à la faculté de droit de l'Université nationale, l'une des plus prestigieuses du pays. Le jour où la lettre d'acceptation est arrivée, nous étions tous réunis dans le salon de notre appartement, qui était maintenant peint d'une couleur jaune chaude et rempli de plantes. Ma mère a lu le document officiel. Ses mains, endurcies par le travail, tremblait légèrement. Elle m'a regardé avec des yeux remplis d'une fierté incommensurable. Elle m'a serré fort dans ses bras et a murmuré à mon oreille, « Nous avons réussi, Léa. Personne ne pourra jamais plus te dire quelle est ta place dans le monde. » C'était la veille de Noël de ma première année universitaire quand le cercle s'est refermé. Il faisait froid à Sainte-Espérance et nous fermions l'épicerie tôt pour monter dîner. Soudain,
une silhouette s'est arrêtée à l'entrée. Elle portait une veste de travail usée, des bottes pleines de ciment sec et la peau tannée par le soleil implacable. C'était Étienne. Il n'y avait plus aucune trace de ce jeune homme arrogant du Val, ni du lâche qui pleurait en suppliant l'aumône. Il était plus mince, musclé, et ses mains étaient sillonnées de cicatrices épaisses et calleuses, comme l'écorce d'un vieux chêne. Il a marché d'un pas ferme jusqu'au comptoir où se trouvait ma mère, a plongé la main dans sa poche et a sorti une enveloppe en papier manie tachée de poussière. « J'ai payé 50% de la dette aux usuriers », a-t-il dit d'une voix rauque mais stable. « On m'a promu chef d'équipe sur le chantier et ceci », il a poussé l'enveloppe vers elle. « C'est pour payer les mois de loyer que tu as couverts en mon nom quand j'ai fui comme un lâche. Je l'ai appris par le concierge. » Ma mère a regardé l'enveloppe, puis elle a regardé les mains détruites de son frère et, pour la première fois depuis de nombreuses années, lui a souri avec une chaleur sincère. Elle n'a pas touché l'argent. Garde-le pour l'éducation de tes enfants, Étienne. Amélie m'a appelé hier. Elle dit qu'elle est prête à ce que tu ailles les voir les dimanches. La voix de mon oncle s'est brisée. Il a acquiescé rapidement pour que nous ne voyions pas la larme qui s'échappait de ses yeux et a fait demi-tour vers la rue froide. Étienne l'a appelé Élise avant qu'il ne franchisse le seuil. Monte, il y a des tamales chauds et papa est en haut. Il s'est arrêté net, les épaules tremblantes, et a finalement franchi la porte vers la lumière du foyer. Cette nuit de fête, observant ma famille réunie autour de la table, j'ai compris la plus grande leçon de ma vie. Mon grand-père nous avait laissé sans toit matériel, mais ma mère, avec son courage, sa discipline implacable et son amour enveloppé d'acier, nous avait forgé le véritable patrimoine de notre sang. À toi qui m'écoutes, si jamais tu sens que la vie ou les gens ont été injustes envers toi, souviens-toi d'Élise. Souviens-toi que le véritable héritage ne se transmet pas par testament, il se construit de tes propres mains, en affrontant la douleur sans victimisation et en traçant tes propres limites avec courage. Mes amis, si cette histoire de résilience vous a touché le cœur, je vous demande une petite faveur avant de nous quitter. Allez dans les commentaires et écrivez le mot « famille ». Un seul mot, « famille », pour savoir que vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi et que nous partageons la même valeur pour ceux qui luttent sans jamais abandonner.